Je vais vous proposer aujourd'hui donc de consacrer cette séance, je surveille l'heure, à l'étude de l'économie chinoise, plus précisément à l'étude de la croissance de l'économie chinoise sur longue période. Je vais vous présenter un certain nombre de résultats, disons toujours en processus de travail, mais de résultats provisoires de recherche que j'ai menés soit seul, soit en coopération avec un co-auteur et ami qui est l'un de mes anciens étudiants et doctorants du Centre d'économie de la Sorbonne, qui s'appelle Ziming Long, qui est maintenant devenu, depuis quelques semaines, professeur d'économie à la Tsinghua University de Pékin, qui est la première université de Chine. Alors, au point de départ de ces analyses, je vous soumettrai la question de savoir ce qu'il y a derrière cette très forte croissance de l'économie chinoise. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce phénomène aussi extraordinaire, hors du commun vraiment, d'une dynamique de croissance du produit intérieur brut, du PIB et de toute l'économie, exceptionnellement forte. Parce qu'en fait, c'est un succès manifeste, indiscutable même, et qui peut être illustré par, au premier abord, disons, un taux de croissance du PIB exceptionnellement élevé. En réalité, le taux de croissance du PIB le plus élevé du monde sur les 3-4 dernières décennies. Mais ce succès est aussi visible en niveau de PIB, qui est tout récemment devenu le premier PIB mondial, à l'échelle mondiale, ou le deuxième selon les modes de calcul, mais enfin bon, disons, la Chine et les États-Unis sont au coude à coude en termes de niveau de PIB, okay. Et ce succès est aussi visible par le rôle de leader que la Chine tend de plus en plus à assumer au sein des pays du Sud. On a dit BRICS pendant quelque temps, puis disons, ce rôle dépasse de beaucoup les quelques plus grands pays du Sud et de l'Est, disons, mais je dirais le rôle leader de la Chine à la tête des pays du Sud, donc aussi, disons, comme la résurgence d'une puissance qui pourrait, peut-être, agir en contrepoids de l'hégémonie états-unienne. Alors, tout ceci est très abondamment commenté, discuté dans l'académie, dans les médias dominants, mais, à mon avis, il se trouve qu'un certain mystère continue d'entourer ce phénomène de croissance très accélérée, absolument majeur aujourd'hui, notamment parce que le contenu et parfois même l'existence des débats entre les économistes chinois ou plus largement entre les intellectuels chinois, des débats qui sont en réalité très polémiques et qui balayent tout le spectre politique allant du marxisme jusqu'au néolibéralisme, ou ce qu'on appellerait, nous, néolibéralisme, disons. La plupart de ces débats ne sont pas
perçus à leur juste mesure, ou même pas perçus du tout, ici, en Occident. C'est quand même très problématique. Et en plus, en Occident, enfin je dis en Occident, disons au nord, quoi, la plupart des spécialistes de la Chine, je parle des économistes principalement, dont quand même beaucoup n'ont pas accès à la langue chinoise, aux documents ou aux discours en chinois, ce qui est extrêmement problématique aussi. La plupart de ces spécialistes sont contraints de se rabattre sur des sources statistiques ou des sources d'information, plus largement, la plupart du temps élaborées par des institutions occidentales ou des institutions multilatérales, mais dominées par les puissances occidentales. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des sources qui sont à notre disposition, à la disposition des spécialistes de la Chine, en général ici, traduisent des visions toujours extérieures à la Chine. Ça, c'est un vrai problème, énorme problème, en fait. Ce prisme, on va dire, occidentalo-centrique, qui est évidemment idéologique par nature, déforme fortement les visions qu'on peut avoir et la compréhension qu'on peut espérer, disons, avoir de cette économie et de cette société au sens large, en introduisant encore un peu plus de complexité. Okay ? Je dis que ce prisme est aussi idéologique, aussi déformant que celui qu'on prête au discours officiel des autorités chinoises, dirigées par le Parti communiste chinois. Donc, on subit l'influence d'un prisme dont la plupart du temps on n'a même pas conscience, un prisme idéologique, qui nous amène qui nous focalise sur certaines questions en nous détournant d'autres qui mériteraient d'être examinées au moins aussi attentivement que celles qui nous sont imposées, disons. Donc, ça, c'est une première série de niveaux, je dirais, de difficultés. Il y a aussi, évidemment, des difficultés additionnelles qui proviennent des ambiguïtés attachées à l'utilisation de certains termes employés au sujet de la Chine. Par exemple, le terme d'émergence, okay, ou, je l'évoquais à l'instant, la catégorie de BRICS. Ce sont des termes qui, la plupart du temps, ont été élaborés par des think tanks, comme on dit, de la haute finance états-unienne, et qui nous sont, disons, fournis clé en main, en nous empêchant la plupart du temps de réfléchir par nous-mêmes, ou disons de disposer d'une certaine autonomie dans les outils conceptuels, si ce n'est théoriques, à utiliser pour discuter entre nous, déjà, entre progressistes de la Chine. Alors, évidemment, la difficulté quand même essentielle, là, elle est objective, c'est celle qui est attachée aux tentatives de caractérisation du système politico-économique de la Chine actuelle. Okay ? Quelle est la nature exacte de ce système? Donc là encore, on a toute une palette d'appellations mobilisées allant
d'un capitalisme aux couleurs chinoises jusqu'au socialisme de marché, bon, en passant par capitalisme d'État et autres. Bon, il y a quand même, disons, un flou généralisé, pour ne pas dire plus que des ambiguïtés, une confusion. Et je crois que c'est ce très haut degré de confusion lié en partie aux difficultés d'accès à des sources fiables, qui expliquent aussi, disons, l'indétermination des discours sur la Chine, okay, les incertitudes attachées au discours sur la Chine. À droite, c'est un peu plus clair qu'à gauche, au sens où on fête le triomphe du capitalisme en territoire chinois, ça c'est à peu près certain, à peu près généralisé, même si, évidemment, ils ne comprennent pas bien, et ils condamnent, le fait que cette victoire du capitalisme se combine avec la forme de domination d'un pouvoir communiste. Ça, c'est une chose quand même qui laisse, au-delà de l'admiration silencieuse que beaucoup de gens de droite ont pour la Chine, disons, assez inquiets. Et à gauche, alors là, bon, c'est difficile de définir même ce qu'est la gauche, mais disons aujourd'hui, je dirais, pour limiter le propos, entre marxistes, alors là, on a peut-être plus qu'en tout autre sujet de discussion entre nous, on a l'éventail des désaccords très largement ouvert. Il ne peut pas être plus ouvert, hein. Ça va de la très franche désapprobation devant l'explosion des inégalités en Chine et toutes sortes d'horreurs qui pourraient s'y passer, ou qui s'y passent, selon les horreurs qu'on considère, à l'espoir renouvelé d'un, comme je disais tout à l'heure, d'un contrepoids à l'hégémonisme, comme on dit en Chine, états-unien. Donc, en général, on n'est jamais d'accord entre nous quand on parle de la Chine, et on est beaucoup plus en désaccord, disons, que les gens de droite. Tout ça s'explique en grande partie par les raisons que j'ai évoquées en introduction. Alors, voilà, c'est précisément ce flou, organisé, bien évidemment, qui va permettre disons, d'établir ce qui ressemble à un consensus sur l'économie chinoise. Okay, ce consensus, évidemment, il est imposé par l'idéologie dominante, hein, mais quand même assez largement subi par l'ensemble des milieux intellectuels, okay, et au-delà des milieux populaires. Ce consensus s'est forgé principalement autour de l'idée que l'économie chinoise aurait émergé, entre guillemets, ou, disons, sa croissance aurait décollé, toujours entre guillemets, après les réformes de 1978. Okay, c'est ça la clé du consensus. C'est précisément contre ce consensus apparent que je vais m'élever et vous proposer, disons, un certain nombre d'éléments de réflexion pour éclairer un petit peu,
parce que la complexité est énorme, évidemment, et le sujet encore plus, éclairer l'énigme de la croissance économique chinoise. Okay ? Voilà pour la problématique. Alors, je reviens un instant sur cette idée très répandue que la Chine aurait émergé ou décollé juste après, et seulement après, la mort du président Mao Tse-tung en septembre 1976. Okay ? 1978, les réformes, c'est après la mort de Mao. Alors, soutenir cette idée, c'est plus ou moins implicitement adhérer à l'une des trois variantes d'une même argumentation. Premièrement, l'économie chinoise n'aurait vraiment commencé à se développer que grâce à sa réorientation, okay, et à son ouverture, entre guillemets, au système mondial capitaliste. Donc, l'adoption, après le 11e congrès de décembre 1978, sous l'influence du numéro 1 de l'époque Deng Xiaoping, des réformes d'ouverture et accessoirement de la reconnaissance diplomatique des États-Unis d'Amérique qui est intervenue quelques jours après, en fait janvier 1979. Deuxième version, disons, de cette même argumentation, il irait de soi que l'économie chinoise n'aurait fait que stagner pendant la période socialiste de l'ère maoïste, disons. Et troisième variante du même raisonnement, l'argument selon lequel la Chine se serait modernisée presque aussitôt que ses hauts dirigeants aient abandonné les institutions du socialisme. Ça, c'est vraiment, disons, la charpente essentielle du consensus. On peut dire, sans trop exagérer, que presque tous les analystes sur la Chine partent de ce postulat. Il n'est même plus à démontrer. Il est admis en tant que postulat, non discuté. Alors, ok, ça c'est la charpente du consensus, mais évidemment, en acceptant ce consensus, on va du même coup oblitérer ou occulter un certain nombre d'autres idées tout à fait fondamentales pour nous, en tout cas. Le premier fait, qui est pourtant évident, c'est que c'est lié évidemment à la profondeur millénaire de l'économie et de l'histoire chinoise. Okay ? Certes, la Chine a émergé, mais ce n'est très probablement pas il y a 40 ans, comme le répète le leitmotiv de l'idéologie dominante, mais juste quelques millénaires, okay, en tant que civilisation majeure et même État-nation. Okay, écriture, administration, bon, passons. Et même en remontant à quelques siècles, on s'aperçoit que, même si les données sont très très contestables, les données statistiques sont très contestables, par exemple celles élaborées par Madison pour l'OCDE, mais bon, même en étant très souple avec ces données, celles qui sont avancées par Madison donnent un poids de la Chine dans le PIB mondial au début du XIXe siècle de presque un tiers. Je pense que c'est assez largement surévalué, mais même un quart ou même un cinquième, ce serait tout à fait gigantesque. Okay ? Donc la Chine a émergé pour être à ce niveau-là au début du XIXe siècle, bien avant, évidemment. Et il faut toujours garder à l'esprit, de toute façon, qu'il
n'y a eu que la révolution socialiste, maoïste, pour mettre fin à plus d'un siècle de guerre, sans discontinuité. Okay, en fait, plus d'un siècle de guerre en Chine, sur le territoire chinois, depuis l'agression britannique avec la guerre de l'opium, 1842, okay, et ensuite les assauts simultanés lancés par les grandes puissances occidentales contre la Chine, qui ont dépecé le territoire. C'est réellement octobre 1949 et la victoire de la République populaire qui a mis fin à un siècle, rien moins qu'un siècle de destruction de ce pays. Ensuite, le deuxième fait qui est occulté en acceptant le consensus dominant, c'est que lorsque la Chine a enregistré un taux de croissance qui était régulièrement supérieur à 10%, c'est-à-dire principalement à partir des années 80, après la mort de Mao, l'essentiel des institutions et des structures du socialisme étaient toujours en place. Okay, ça, c'est quand même tout à fait fondamental. On était à 10% de croissance avec les institutions du socialisme, les mêmes, pratiquement les mêmes que celles qui avaient caractérisé l'ère Mao. Enfin, le troisième fait qu'il faut remémorer pour briser ce faux consensus, ou ce consensus mensonger, disons, c'est que la vitesse de la croissance économique du temps de Mao était déjà très élevée, okay, avant la mort de Mao, ou autour de la mort de Mao, disons, si on va jusqu'à la fin des années 70. Okay. Alors, ce point est assez méconnu, pour ne pas dire ignoré, mais il me semble suffisamment important pour que j'y insiste au moins quelques instants. Alors, c'est vrai que la croissance économique de la Chine s'est accélérée à partir de la décennie 80. C'est vrai. Au point même de placer la Chine, à cette époque, dans le peloton de tête des économies planifiées, ou des pays socialistes de l'époque, okay, qui sont pour la plupart aujourd'hui des ex-pays socialistes. Mais, disons, il faudrait aussi reconnaître le fait que la croissance du produit matériel, qui était le produit matériel net, c'est-à-dire l'ancêtre du PIB à l'époque, était déjà très élevée dans les 10 années qui ont précédé disons, le dépassement des 10% de taux de croissance dans les années 80. Okay, déjà, dans les années 70, sur toute la décennie 70, le taux de croissance du produit matériel net, comme on disait, de type soviétique, hein, c'était grosso modo encore la comptabilité de type soviétique, en balance de matériel. Ce taux de croissance était déjà très haut, puisqu'il était pratiquement, sur la décennie 70, de 1970 à 1979, il était à peu près de 7%. C'est-à-dire, et ça, hors inflation, c'est-à-dire à prix constant, base 70 en l'occurrence, comparable avec les autres indicateurs, disons, à prix constant, hors problème de parité de pouvoir d'achat, et avec même base de référence pour le calcul des prix. Okay, donc, 7%, c'est plus du double de ce qu'il était aux États-Unis. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même niveau de développement, mais quand même. Okay, quand même. Et maintenant, si on examine les séries de PIB des China Statistical Yearbook, c'est l'annuaire officiel du Bureau national des statistiques de Chine, okay, le NBS, si on mesure, disons,
l'évolution des taux de croissance du PIB chinois entre la création, le début des statistiques modernes, disons, en Chine, c'est-à-dire la date de création du Bureau national de statistique 1952 et nos jours, enfin les derniers annuaires, on a les statistiques de 2015, okay, donc entre 1952 et 2015, okay, et si on homogénéise la série pour lisser les ruptures statistiques intervenues lors du changement d'enregistrement comptable des mesures du PIB, de ce qu'on appelle maintenant le PIB, okay, entre l'ancien système, le système de type soviétique, okay, et les comptes nationaux modernes, entre guillemets, ceux qu'on utilise maintenant, on se rend compte que le taux de croissance de la Chine sur toute cette période, c'est-à-dire presque 65 ans, okay, est de 8,3%. C'est incroyablement fort. Hein. Et que si on découpe en deux sous-périodes, 1952, 1978, puis 1979 à maintenant, à 2015, on a 6,3% pour la première sous-période, ce qui est fort, et 9,9% pour la deuxième période, depuis 1978. Ce qui est très, très fort. Donc, si maintenant on met entre parenthèses les premières années de la République populaire, c'est-à-dire celles qui vont de 49, où on n'a pas encore de statistiques, disons de 1952, c'est-à-dire la date pour laquelle le territoire continental de la Chine est enfin unifié. Okay, et les années où les effets, enfin si on met entre parenthèses, si on ne compte pas, okay, dans le calcul du taux de croissance du PIB, les années de 49 ou 52 jusqu'à 1962, c'est-à-dire les années où les effets de la rupture avec l'Union soviétique, entre la Chine et l'Union soviétique, se font sentir, continuent de se faire sentir, disons, au maximum, jusqu'en 1962, si on enlève cette partie, et si on retient simplement un calcul de 1963 à 1978, on a un taux de croissance du PIB de la Chine de 8,2% par an, ce qui reflète un très haut taux de croissance, alors même que la période comprend la révolution culturelle. Ok, on raisonne sur des taux de croissance, c'est intéressant, du PIB, c'est intéressant, mais on peut faire mieux. Qu'en est-il de l'accumulation du capital chinois? C'est compliqué. Il n'y a pas de statistiques. Le NBS ne fournit pas de statistiques officielles de stock de capital physique. Okay, mais on peut mesurer cette accumulation. C'est très difficile, mais on peut essayer de le faire. Bon, avec Ziming, on a réussi à reconstruire, on a publié ça dans la revue scientifique de référence spécialisée sur la Chine aux États-Unis, s'appelle la China Economic Review. On a réussi à reconstruire différents stocks de capital physique pour la Chine de 1952, c'est-à-dire date de création des NBS, de l'Institut statistique en Chine, jusqu'à la date la plus proche possible, 2015. OK ? Bon, ce sont des séries qui sont calculées selon la méthode de l'inventaire permanent, c'est-à-dire on évalue un stock de capital physique pour une année de référence et on incrémente ce stock par des flux d'investissement en tenant compte évidemment d'un taux de dépréciation du capital physique, mais aussi
d'indice de prix. Bon, il n'y a pas d'indice de prix sur la période, donc il a fallu reconstruire les indices de prix. Bon, ça a pris du temps hein, de faire ça, mais on pense que les séries qu'on fournit, qui ont été discutées d'ailleurs par la communauté scientifique, entre guillemets, comme on dit, sont de qualité par rapport à d'autres séries disponibles, élaborées par d'autres auteurs. Évidemment, on n'est pas les premiers à avoir fait ça, hein, mais on pense qu'elles sont pas mal. Elles ont même des qualités que certaines autres séries n'ont pas. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails parce que disons, ça risquerait d'être un peu pénible pour vous. Mais s'il y a des questions, après, je serais ravi d'y répondre. Pourquoi ces séries sont bonnes? Parce que je vais vous donner un certain nombre de calculs dérivés de nos propres séries. Donc vous pourrez légitimement vous demander, mais est-ce que ces séries sont correctes ou pas? Donc après, on en parle autant, mais peut-être pas maintenant. Je ne voudrais pas provoquer quelques endormissements, disons. La chose la plus importante, parce que c'est vraiment de la technique économique, c'est mon boulot, mais ce n'est pas nécessairement le boulot de tout le monde. Retenez simplement qu'on part d'un stock de capital qu'on qualifie de productif et qui comprend tous les équipements, les machines, les outils, les installations industrielles, les constructions industrielles, okay, mais pas les résidences, les bâtiments résidentiels construits, ni la valeur de leurs terres, okay, pour vous donner une idée. Bon, quand on regarde cette nouvelle base de données, pour laquelle je me suis auto-félicité, mais je crois qu'il y a de quoi. On voit que les taux de croissance moyens de ce stock de capital productif, okay, ont été très proches sur les deux sous-périodes, si on veut bien mettre 1978 au milieu. Hein. 9,7% en rythme annuel, hein, yuan constant, base 1952, okay, pas de dérive d'inflation, c'est proprement fait. 9,7% pour la période 52-79, 10,9% pour la période 79-2015. C'est plus fort pour la deuxième période, mais très haut dans les deux cas. Okay, si maintenant on élargit ce stock de capital pour y intégrer ce qu'on appelle en anglais les inventories, on dit en français les stocks, voilà. Bon. C'est-à-dire, en fait, une variable très importante en économie marxiste si on veut calculer, par exemple, une vitesse de rotation du capital. Okay, si on intègre les inventories, les inventaires, vous voyez ce que c'est, hein, parce qu'ils sont mesurés en stock. Donc ça fait des stocks de stock, ça ferait un peu capitaine ad hoc, on ne comprendrait plus rien. Du coup, lorsqu'on intègre les inventories dans le stock de capital productif, on s'aperçoit en taux de croissance, en rythme moyen d'accumulation du capital, qu'on a même un rythme légèrement plus élevé dans la première période que dans la deuxième. Okay, 10,4% de 52 à 78, 10,3% depuis 79. Et si on élargit encore ce stock, en y intégrant cette fois, si vous le voulez bien, des éléments non directement productifs, okay, voire même complètement improductifs, par exemple des bâtiments de résidence, de logements résidentiels ou des terres de nature résidentielle, elles aussi, on a encore une croissance du capital de 52 à 78, très élevée, de 9,1% en rythme annuel, toujours sans inflation. Okay, à peine 1,8% inférieur à ce qu'est ce taux de croissance pour la deuxième période. Okay, donc, clairement,
l'effort d'accumulation du capital n'est pas un phénomène récent en Chine. Il a même été décidé, il a été planifié par les autorités publiques sur la très longue période. OK ? En fait, continuellement sur les 6 décennies étudiées. OK ? Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier que cet effort d'accumulation a été permis par des transferts de surplus des zones rurales vers les villes pour l'industrialisation. Okay, c'est tout à fait clair. Donc il ne faut jamais oublier, même quand je vous parle d'industrialisation, parce que c'est ça qui est derrière, suggérer, disons, ou vers ce vers quoi on va dans l'explication, il ne faut jamais oublier l'importance décisive de la contribution des masses paysannes à ce processus de croissance. Mais, disons, il y a une très forte accumulation du capital physique qui explique évidemment le succès de l'industrialisation en profondeur de la Chine et aussi, au-delà de ça, le succès de la croissance économique chinoise sur longue période. Okay ? Mais à l'évidence, d'autres facteurs ont joué. Parmi ces facteurs, on peut penser aux investissements massifs dans l'éducation et dans la recherche. Comment mesurer ça ? Il n'y a pas de données de stock de ressources éducatives en Chine. OK ? Disons des données officielles. Il y a des données de recherche, de dépenses de recherche et développement en flux, mais pas continuellement. Il y a beaucoup de ruptures statistiques, des changements de sources, des changements de périmètre statistiques. C'est assez compliqué. Donc, il faut reconstruire. Bon, c'est une tâche assez... Bon, pas facile. Mais on a essayé de le faire aussi. On a publié en partie certains résultats concernant ces bases dans une autre revue académique, mais à Londres. C'est pas très facile de publier en France. Tu couperas. Donc, on a construit des bases de données calculant en stock des niveaux de ressources éducatives. Okay ? Pour aller vite, en multipliant un nombre moyen d'années d'études, évidemment lui aussi recalculé, mais selon une méthodologie très détaillée, contrairement aux bases Barrow-Ellipse, Sakharopoulos, Penn World Tables aux États-Unis, bon, qui vont quand même assez souvent à la louche, ou qui sont des revues pour celle de Barrow-Ellipse, qui est très connue et très utilisée, qui a une séquence de quinquennale seulement. Hein, donc on a un point tous les 5 ans. Bon. Là, on a une base continue de 1900, on a pu remonter de 1949 jusqu'à maintenant, 2015. Bon. Et en multipliant donc un nombre moyen d'années d'études par une population, soit la population totale, soit la population active. Okay ? Cas dans lequel on parlera de niveau ou de stock productif de ressources éducatives dans le cas où on utilise la population active. Bon. Alors on mesure maintenant, je répète, il n'y a pas de base officielle en Chine là-dessus. Donc on mesure ça simplement. On ne fait pas plus que des taux de croissance aujourd'hui, vous voyez, donc on ne peut pas me reprocher de faire des choses trop techniques. Voilà, si on mesure le taux de croissance, il se mesure, c'est la variable en t plus 1, moins la variable en t, okay, divisé par la variable en t, pour être... Hein,
faut être pour que tout le monde sache ce qui se cache derrière ces jonglages statistiques. Non, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de statistiques. Vous étiez peut-être venu pour de la politique, on en fera un peu tout à l'heure. Donc si on mesure les taux de croissance, on s'aperçoit de quoi? Déjà, on s'aperçoit qu'il faut, pour départager la première sous-période de la seconde, il faut aller à 2 décimales. Elles sont extrêmement proches. Les taux de croissance des stocks de ressources éducatives de la population totale en Chine doivent être départagés à la 2e décimale. 4,19% de taux de croissance annuel de 49 à 78, 4,22% sous la période 79-2015. Si maintenant on raisonne sur un stock productif, c'est-à-dire sur une population active et non plus totale, le taux de croissance moyen du stock productif chinois, donc de ressources éducatives, a été de 5,1% de 49 à 78 et de 3,6% de 79 à 2015, c'est-à-dire en fait plus élevé de plus d'1,5% sur la sous-période précédant les réformes de la fin des années 70. D'accord? En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effort d'investissement éducatif doit lui aussi s'interpréter comme un phénomène de long terme, de très long terme même. OK? Il remonte au tout début de la Révolution, au tout début de la République populaire. OK? Il est lié évidemment à l'alphabétisation, à la massification de l'éducation. Il va parallèle à la généralisation de la santé publique en Chine et aussi évidemment à l'extension à l'ensemble du territoire des grandes infrastructures du pays. OK? Ça, c'est aussi un pilier essentiel du succès actuel, à ce qu'il me semble, OK? Qui explique aussi la solidité actuelle de l'économie chinoise. On arrête avec les statistiques. Bon, peut-être une encore. On a aussi construit, c'est beaucoup plus facile à faire, mais il fallait quand même le faire, des séries de dépenses en flux, non plus en stock, mais en flux, de dépenses de recherche et développement, de R&D, OK, les plus longues possibles. On y arrive de 1949 à 2015 en prenant toutes les dépenses de recherche et développement. Toutes, ça veut dire en fait, fondamentalement, à 95% des dépenses émanant d'entités publiques. Okay, encore tout récemment, au milieu des années 2000, la part de la recherche et développement privé dans le poids des dépenses totales de recherche en Chine était de l'ordre de 5-6%. Okay, donc l'essentiel de la recherche est une recherche publique en Chine. Il ne faut pas oublier une chose aussi fondamentale, surtout dans un pays comme le nôtre, où la recherche publique continue, heureusement, continue d'exister. Okay, et qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que le rythme le taux de croissance des dépenses de recherche et développement en Chine a été très fort, continuellement, sur les 65 ans en question, plus 14,5% sur 65 ans, en moyenne annuelle, okay, mais qu'il a été beaucoup plus élevé dans la première sous-période que dans la seconde. 3 fois plus élevé en rythme annuel dans la première sous-période. Bon, évidemment, il y a un effet... on part de zéro. Hein, la constitution du système de recherche en Chine est partie de zéro. La recherche publique, ça a commencé vraiment après 1949, avec la Révolution. Donc c'est normal que les taux de croissance soient très très forts, beaucoup plus forts dans les premières années qu'ensuite. On a évidemment eu aussi il y a une différence énorme entre les niveaux technologiques de l'époque et aujourd'hui, c'est tout à fait évident. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que
même en matière de recherche, qui est quand même une chose beaucoup plus pointue, beaucoup moins massifiée que l'éducation, même si évidemment la massification de l'éducation est derrière pour expliquer aussi les succès en dynamique et en niveau atteint. La Chine n'a rien à envier aux pays capitalistes les plus avancés en matière scientifique et technologique aujourd'hui. L'éducation est aussi massifiée, est aussi derrière pour expliquer ça. Mais il faut bien comprendre qu'en tant que telle, la recherche a aussi fait l'objet d'un effort continu qui a fini par porter ses fruits dans la longue période. Okay ? Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter avec toutes ces statistiques ? Mais il faut être sérieux quand on utilise les statistiques. Vous voyez, moi, on n'a pas voulu, nous, utiliser des statistiques prêt-à-porter, toutes faites, dont on ne sait pas finalement ce qu'il y a derrière. Okay ? On a voulu les construire nous-mêmes. On a passé des années à ça. Hein ? D'accord ? Mais je crois que c'est méthodologiquement et déontologiquement, j'irais même jusqu'à dire, nécessaire pour pouvoir avancer sûrement, disons, un certain nombre d'arguments. Parce qu'on parle de choses assez délicates et sérieuses. Je suis en train de vous dire que la stratégie de développement sur le très long terme adoptée par les élites dirigeantes chinoises a posé les conditions du succès actuel. C'est ça que je suis en train de vous dire. En d'autres termes, le succès actuel de la Chine est le produit de ce passé, lequel passé doit être interprété dans la continuité de ce qui nous amène jusqu'au présent et non pas en rupture avec ce qui arrive aujourd'hui. Bien sûr, on nous raconte que la dynamique et la puissance actuelle de l'économie chinoise seraient des résultantes naturelles de l'intégration dans la mondialisation, de l'adhésion même à l'Organisation mondiale du commerce. C'est ça qu'on nous dit. Hein. C'est ça qu'on finalement presque tout le monde a dans la tête en parlant de la Chine. Okay ? Ça n'a marché finalement que quand ils ont fini par comprendre les vertus du capitalisme et l'adhésion au libre-échange. C'est ça qu'on a finalement. Alors évidemment, comment on peut penser sérieusement la Chine avec des choses pareilles dans la tête, qui sont d'authentiques mensonges? C'est un vrai problème. Et évidemment que c'est lié aussi au peu d'analyses encore faites sur la période soviétique. Parce que ça va de soi que le socialisme, c'est un très faible taux de croissance économique et que ça finit par s'effondrer. C'est presque évident pour tout le monde. Mais non, ce n'est pas du tout évident, ça. C'est même faux. Donc, il faut faire très attention, casser les préjugés, les idées conçues, le consensus qu'on nous a fait rentrer dans le crâne, premièrement. Deuxièmement, travailler sur des bases sérieuses, c'est-à-dire autonomes, construire nous-mêmes les statistiques. Après, on peut les contester, hein, on peut discuter techniquement si c'est bon ou si c'est pas bon. Ça, il faut absolument accepter ce débat. Et troisièmement, à partir d'une base solide qui a été reconstruite, si les Chinois n'en fournissent pas, ou si l'on ne veut pas considérer que les statistiques chinoises sont sérieuses, parce que ça, c'est aussi un autre préjugé qu'il y a. Hein. C'est des statistiques chinoises, donc elles sont truquées. Non, pas du tout. Les statistiques chinoises sont extrêmement bonnes. Évidemment qu'il y a certains indicateurs où des soupçons peuvent être... c'est évident même que certains indicateurs sont truqués. Mais la croissance... Moi, j'ai connu une époque où, quand je travaillais à l'OCDE, où la croissance de l'économie chinoise était... les taux de croissance étaient truqués, mais à la baisse. C'est-à-dire, pour ne pas effrayer l'Occident, ils présentaient des statistiques non effrayantes. Hein, ce n'était pas plus 17% de taux de croissance, mais plus 12%, hein, ou plus 9%. Bon, mais ça peut être aussi truqué dans l'autre sens. Hein,
un potentat local qui veut voir sa région bien classée parce qu'il a une prime, premièrement, puis deuxièmement, parce qu'il va avoir le nom de l'administration qu'il dirige au sommet des gros titres, il va gonfler un peu le taux de croissance, lequel taux de croissance peut être gonflé d'ailleurs artificiellement de plusieurs manières. Hein. Il peut être gonflé totalement artificiellement, comme ça se fait dans plein de pays, c'est-à-dire par pur mensonge, okay, ou il peut être stimulé. Par exemple, on va beaucoup détruire de bâtiments pour en reconstruire. Okay, donc ce sera un vrai taux de croissance, mais bon, qui aura été légèrement stimulé par une campagne de destruction de bâtiments ou de sites industriels pour ensuite les moderniser ou les reconstruire. Vous voyez? Bon, peu importe. Ce que je veux vous dire fondamentalement, c'est que les statistiques chinoises sont très bonnes, y compris, bien sûr, les recensements de population, y compris ça. Hein. Bon, donc, mais malgré tout, puisqu'il n'y a pas de stock de capital physique, puisqu'il n'y a pas de stock de ressources éducatives, puisqu'il n'y a pas même en flux de continuité des dépenses de recherche, on les a construites. Voilà, elles sont à la disposition de la communauté scientifique, mais aussi des militants, si ça les intéresse. Alors, ça ne suffit pas, bien sûr, parce qu'il faut aussi avoir des comparaisons internationales. Bon, les comparaisons internationales, c'est beaucoup plus difficile d'en avoir hein, et de construire des bases. On n'a pas fait ça, mais je vais vous donner un exemple. On va prendre une source statistique qu'on ne peut pas soupçonner d'être complaisante ou, disons, de favoritisme à l'égard du Parti communiste chinois, c'est la Banque mondiale. Okay, on va prendre le guide de la Banque mondiale qui s'appelle Historically Planned Economic, qui a été publié en 1992 par Maher, O'Connor et un certain nombre d'administrateurs, d'ailleurs, qui n'étaient pas tous de la Banque mondiale, qui n'étaient pas tous statisticiens, mais bon, certains spécialistes aussi des pays dits ex-socialistes. C'est une base qui nous permet de comparer, avant 1991, la Chine avec un peu moins d'une trentaine de pays dits à l'époque socialistes, ou selon la Banque mondiale, à administration ou centralement administrée, okay, ou à économie planifiée, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit la même chose, même dans les statistiques de la Banque mondiale de l'époque, qui ne faisait pas spécialement de cadeaux aux pays de l'Est, hein, ni à la Chine, on voit que la Chine est en tête, presque partout. En tête après la mort de Mao? Non, en tête même avant la mort de Mao. En tête de quoi? En tête de ce groupe de tous les pays socialistes. On peut penser qu'ils étaient tous pourraves et qu'ils avaient des taux de croissance. Non, pas du tout, pas du tout. Le taux de croissance industrielle de l'Union soviétique dans les années 70, c'était en moyenne annuelle de plus 6,2. C'est pas rien. C'est même assez énorme. Bon. La Chine est au-dessus, même des pays socialistes enregistrant des taux de croissance très forts. La Chine est à 7,9. Il n'y avait que la Yougoslavie, pour le secteur industriel, qui était devant, pour les années 70, okay, de 70 à 79. C'est ça ce qu'ils appellent la décennie 70. Bon, je suis en train de vous dire que le rythme de croisière très élevé de l'économie chinoise a été atteint largement avant que la Chine n'intègre l'OMC. Largement. On va se déplacer maintenant à la décennie 80, décennie au cours de laquelle la Chine avait pratiquement l'intégralité des institutions et des structures du socialisme, okay, de type maoïste. Où est la Chine par rapport aux 29 autres, 28 autres pays dits socialistes? Okay. Première. Comment première? Première partout. Comment première partout? Même pour les services? Partout. La Chine est première du groupe des 29 économies, 28 économies dites
socialiste au cours des années 80 pour le taux de croissance de l'agriculture, pour le taux de croissance de l'industrie, pour le taux de croissance de la construction, pour le taux de croissance des services. Je vous les donne. De 80 à 89, évidemment, on est à prix constant, base 80, ok, tout est propre. Plus 6,3 pour l'agriculture en moyenne annuelle, plus 12,6 pour l'industrie, plus 12,3 pour la construction, plus 10,6 pour les services. Partout, la Chine est première. Pas première ex aequo ou dans le groupe de... Non, première. Alors, on nous dit, dans les médias, à l'université, partout, en fait, que le décollage de la Chine est attribuable à l'insertion dans la mondialisation capitaliste. C'est vrai que l'accélération date des années 80. C'est une accélération qui partait déjà d'un taux de croissance très, 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 très élevé avant, hein, quand même. Mais si il est vrai que le taux de croissance économique de l'ensemble de l'économie, hein, pas juste de l'industrie ou de l'ensemble, y compris de l'agriculture, s'il est vrai que les taux de croissance se sont accélérés dans les années 80, moi, personnellement, je pense qu'il faut ajouter que c'est parce que cette, disons, ouverture, comme on dit, à la mondialisation était fermement et efficacement maîtrisée par les autorités chinoises. C'est-à-dire que cette ouverture a été soumise à des impératifs de satisfaction, d'objectifs et de besoins nationaux, domestiques. C'est ça le plus important. C'est de dire qu'il n'y a pu y avoir accélération du rythme de croissance déjà élevé précédemment, avant la mort de Mao, que grâce à la conception et à la mise en pratique d'une stratégie de développement extrêmement cohérente et continuellement, sur plusieurs décennies, mise en œuvre. Par qui? Qu'on le veuille ou non, c'est le Parti communiste chinois qui l'a fait. Hein, c'est pas Washington qui l'a décidé. Le succès, il est là. Il n'est pas ailleurs. D'accord? Je peux presque... Bon, on discutera de ça, je veux avancer. Je vous dirai juste, s'il n'y avait pas eu cette stratégie de développement cohérente et fermement tenue par les autorités chinoises, l'effet de la mondialisation sur les structures économiques aurait été à peu près le même qu'ailleurs dans les pays du Sud, c'est-à-dire au mieux la déstructuration, au pire la destruction. Et c'est ça qui arrive à la plupart des pays, sur la plupart sans stratégie de développement. Moi, personnellement, j'ajouterais mise en œuvre, définie et mise en œuvre par un parti communiste, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Sans stratégie de développement cohérente, ça pourrait même suffire, hein, pas de possibilité de s'insérer dans la mondialisation sans déstructuration ou destruction. C'est une chose assez, disons, visible par la simple description des statistiques telles que je vous les ai présentées. Bon. Il y a les progrès sociaux, éducation, recherche et autres. Il y a santé, évidemment, l'industrialisation, accumulation du capital en profondeur, généralisation des infrastructures à l'ensemble du pays. Mais il ne faut pas oublier, évidemment, je le redis, mais c'est important, il ne faut pas oublier un élément clé qui a contribué au développement extraordinaire de la Chine, c'est la réponse apportée à la question agraire. Ça, c'est très, très important. C'est ça qui, d'une certaine manière, distingue la Chine de la plupart de tous les autres pays de la région asiatique, sauf ceux, comme le Vietnam, qui ont réalisé une révolution socialiste et appliqué une réforme agraire radicale.
la différence clé, c'est l'accès à la terre. Si l'on compare la Chine avec le seul pays avec lequel finalement on peut la comparer, c'est-à-dire l'Inde, en termes de poids démographique et d'étendue géographique, on s'aperçoit que parmi les quelques centaines ou milliers de facteurs historiques, politiques, institutionnels, culturels, les castes, ce que vous voulez mobiliser pour expliquer les différences, la divergence entre des trajectoires de PIB, de PIB par tête, de taux de croissance du PIB, de taux de croissance du PIB par tête entre la Chine et l'Inde, un élément sur lequel moi je veux insister, parmi beaucoup d'autres qui sont certainement vrais et combinés à celui-là, c'est l'accès à la terre. C'est parce que la Chine a garanti un accès à la terre à ses masses paysannes qu'elle a pu résoudre le défi alimentaire surhumain qui lui était posé. Nourrir plus de 20% de la population mondiale avec à peu près un peu plus de 5% des terres arables cultivées du monde. Propriété publique ou collective de la terre en Chine, propriété privée de la terre en Inde. Évidemment que la plupart du temps, c'est une forme dégradée de propriété publique ou collective qu'on retrouve en Chine. Mais ça me paraît être un élément absolument fondamental. Ah oui, c'est vrai qu'on a commencé un peu en retard, alors je vais... Bon, je vais passer la comparaison avec l'Inde, d'accord? On pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Bon, la question agricole, elle est fondamentale en Chine, hein, absolument fondamentale. Que ce soit dans les débats politiques, comme c'est quand même encore un tiers de la population active, hein, donc ça doit représenter une masse de 700 millions de personnes, hein, avec les familles et tout, en tout. C'est gigantesque. Bon, c'est les 2 tiers de la population active en Inde, hein, mais la question agraire est l'une des clés pour comprendre la Chine, peut-être la clé essentielle, et donc aussi les trajectoires futures du pays. Bon, je vais vite passer quand même je reviens à mon fil conducteur, ok? Je l'ai dit à peu près 200 fois, le taux de croissance économique de la Chine a été très, voire très très fort, presque tout le temps, avec évidemment des hauts et des bas, hein, mais ce fort taux de croissance, il ne date pas d'hier. Est-ce que ça s'est fait? Je dis, il y a des hauts et des bas. Est-ce que ça s'est fait tranquillement? Est-ce que ce décollage, comme ils disent, s'est fait sans heurts, sans crise, entre guillemets? Pas tout à fait. On va le voir en reprenant d'abord, dans un premier temps, les données de PIB du NBS, okay, de l'Institut de la statistique chinois. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on voit une évolution du PIB chinois, prix constant, en niveau, qui a, depuis 1952, grosso modo, la tête d'une courbe exponentielle. Okay? Si on le transforme en échelle logarithmique, on a une évolution autour d'une tendance linéaire très nettement ascendante. Okay? Si maintenant on regarde la même chose en taux de croissance, on voit apparaître des fluctuations, d'abord très fortes, puis dont l'amplitude semble se réduire, même si les fluctuations paraissent reprendre un peu d'ampleur tout récemment, dans la période, disons, post-2008.
Je reviendrai là-dessus. Mais grosso modo, c'est ça qu'on voit. Si on mesure les années pour lesquelles il y a eu un taux de croissance du PIB négatif, c'est facile, on les compte. 4 périodes correspondant à 7 années. Ce n'est pas beaucoup 7 années sur presque 65, ça fait à peine plus de 10%. Okay, ça veut dire à peine plus de 10% du temps, sur les presque 7 décennies écoulées, la Chine a connu un taux de croissance du PIB à prix constant, hors inflation, en valeur, en volume, en valeur réelle, okay, négatif. Quand? De 1960 à 62, okay, respectivement de moins 1,3, moins 27,8%, 1961, le plus fort recul de toute l'ère moderne de la Chine. Okay, moins 27,8% en 61. Et moins 9,2% en 62. Okay, puis, 1967-1968, on a moins 4,4% et moins 2,9% respectivement. C'est le durcissement de la révolution culturelle. Okay. Puis 1976, moins 2%, année de la mort de Mao. Puis 1989, moins 4,3%, c'est l'année des événements de Tiananmen et aussi l'année du mur de Berlin. Okay. Donc, à l'œil nu, on peut identifier, dans un contexte de tendance linéaire, je répète, fortement ascendante du taux de croissance du PIB, on peut repérer 4 périodes, ou 7 années, 4 périodes de crise, au sens traditionnel du terme, okay, c'est-à-dire des périodes de taux de croissance du PIB négatif, donc de diminution du niveau du PIB. OK? Vous y êtes? Bon, on pourrait s'arrêter là. Mais non, c'est pas possible de s'arrêter là parce que c'est sûr qu'il y a eu des difficultés. Même quand on a 10% de croissance, l'apparence, il y a sans doute derrière ça la lutte des classes. Je veux dire, des contradictions internes, probablement même dans le cas de la Chine, de plus en plus fortes qui s'exercent, okay, y compris d'ailleurs pour la répartition du surplus, hein. Bon, si on veut raisonner basiquement. Donc, je voudrais aller la répartition du surplus, pardon. Il faut aller au-delà des apparences, okay, il faut aller un peu plus loin que les évidences, c'est-à-dire que ce que nous offrent les évolutions du PIB seulement. En clair, il faut essayer de complexifier le concept de crise. Comment on fait? On peut le faire de plein de manières. Bon, on a choisi, nous, de mesurer, de calculer des taux de profit en Chine. Ah bon? Ben alors, ça veut dire que c'est capitaliste? Pas nécessairement, pas nécessairement. On peut très bien utiliser, c'est une méthode très utilisée chez les marxistes pour étudier quantitativement les dynamiques d'économie de pays capitalistes. Mais on peut très bien, à condition de savoir comment est construit le taux de profit et surtout comment on l'interprète dans le cadre d'une économie dont on peut laisser la caractérisation du système, non pas de côté, mais disons encore en question, encore indéterminé, on peut très bien construire des indicateurs de taux de profit. C'est ce qu'on a fait pour une économie dont les autorités continuent de se revendiquer du socialisme. Bon, on a expliqué méthodologiquement comment on s'y prend dans plusieurs articles aussi.
je vais aller directement à l'essentiel. Bon, quand même, que vous sachiez comment c'est construit ce bazar. Bon, on retient des taux de profit macroéconomiques pour les secteurs industriels, avec une continuité du périmètre du statistique du secteur industriel, malgré les ruptures statistiques, en particulier le passage de la comptabilité, je vais vite, de type soviétique à la comptabilité entre guillemets moderne. Okay, on utilise, disons, les stocks de capital physique calculés précédemment, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc de 1952 à 2015, pour calculer des indicateurs de taux de profit qui ont au numérateur la différence entre le PIB et l'ensemble des rémunérations des travailleurs, directes ou indirectes, et au dénominateur le capital, qu'on va dire fixe, pour aller rapidement, le capital physique calculé précédemment, ou ce capital physique auquel s'ajoute un capital circulant dont l'estimation dérive d'une estimation, d'un calcul, disons, de la vitesse de rotation du capital grâce aux inventoristes dont on a parlé aussi tout à l'heure. Okay, bon, on a une batterie d'indicateurs de taux de profit. D'ailleurs, en général, on les calcule à taux courant, comme on doit le faire quand on est un bon marxiste, mais on a le droit aussi d'être un meilleur marxiste. Donc, pardon, c'est une boutade pour les marxistes qui nous écoutent, il y en a. On peut aussi les calculer à prix constant, à condition d'être sûr de ces indicateurs d'indice de prix, en différenciant les indices de prix selon les variables au numérateur, au dénominateur, ou même on peut le faire. Bon, on l'a fait, et d'ailleurs, de façon peu surprenante, les résultats obtenus à prix constant et à prix courant convergent, sont assez proches les uns des autres. De même qu'en gros, les différents indicateurs de taux de profit entre macro et même, on en a calculé aussi au niveau micro, c'est-à-dire à partir des annuaires dérivés de la comptabilité d'entreprise. Okay, évidemment, c'est aussi un indicateur macro, mais on l'a appelé micro parce qu'il n'est pas dérivé des données reconstruites à partir des annuaires statistiques agrégés macro-nationaux des NBS, mais d'une autre source statistique venant des entreprises chinoises, de taille moyenne ou grande. Il n'y a que ça. Pardon, il n'y a que ça dans les statistiques. Bon, de même, on a des profils et même des niveaux assez proches des différents taux de profit. Bon, qu'est-ce qu'on a... Bon, on peut aussi, évidemment, à partir de ça, on peut, par des méthodes de filtrage, décomposer, calculer une décomposition économique des taux de profit qu'on calcule, pour voir comment évolue la part des profits, comment évolue la productivité du travail, comment évolue la composition du capital, et pour vous dire rapidement le résultat qu'on obtient, très largement, l'explication de l'évolution du taux de profit passe par la composition organique du capital. Bon, ce n'est pas très surprenant. La productivité du travail augmente, la part des profits augmente, diminue, reste grosso modo pas loin d'être stable, mais par contre la composition organique du capital évolue très... Bon, c'est pas étonnant, hein, avec l'accumulation du capital dont on a parlé avant, elle évolue très fortement à la hausse et écrase l'explication, disons, de l'évolution du taux de profit. Mais on peut aussi calculer une décomposition technique du taux de profit, c'est-à-dire en fait différencier les évolutions des taux de profit entre tendance de long terme et composante cyclique. Qu'est-ce qu'on observe? Pour la composante de long terme, tendancielle de long terme, la tendance de long terme, très clairement et de façon très prononcée, une baisse tendancielle du taux de profit, très marquée.
presque normal. Avec tout ce qu'on a dit avant, oui, c'est normal, mais disons que là, on le voit clairement. Évidemment, selon les indicateurs, ça peut remonter un peu, puis repartir à la baisse récemment, mais en tendance, vraiment, ça descend très fortement. OK ? La seconde observation concerne les cycles de court terme. Okay ? Donc des cycles qui vont marquer l'évolution des taux de profit sur les 64-65 ans étudiés. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit des fluctuations à la hausse et à la baisse, mais surtout des fluctuations très fortes au début, puis qui semblent s'amortir, disons, dont l'amplitude semble se tasser un peu, même si, là aussi, on semble apercevoir le début d'une amplification des cycles dans la période toute récente, c'est-à-dire d'intégration accrue de la Chine dans le système mondial capitaliste, en gros, les années 2000, depuis le début des années 2000. Bon, pardon, on examine ça de près, on va voir des successions donc de moments de variation positive et de moments de variation négative des composantes cycliques des taux de profit. Vous voyez, là je m'intéresse juste au cycle en laissant de côté la tendance. Comment évolue le cycle? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là aussi? Ben, on va compter le nombre de périodes et ou d'années où les composantes cycliques du taux de profit ont enregistré des valeurs négatives. Et qu'est-ce qu'on voit là? Donc en raisonnant non plus sur un taux de croissance du PIB, comme on faisait, je vais dire superficiellement, mais c'est déjà très très important de travailler là-dessus. Avant, on travaille maintenant sur des taux de profit, okay, du capital, tel que défini, des stocks de capitaux définis précédemment. Qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir que sur pratiquement la moitié de la période des 65 ans, on a des variations négatives. Une trentaine d'années de variations négatives du taux de profit, de la composante cyclique, okay, du taux de profit. Donc on n'a plus 4 périodes de crise franche, traditionnelle comme avant, mais là on en mesure 10. Je vous les donne. Donc à signe négatif. 52, 57, 60-63, 68, 78 à 82, 85 à... Pardon, je reprends. 1952, j'ai pas été clair. 1952, 1957, de 1960 à 1963. 1968, de 1978 à 1982, de 1985 à 1987, 1990 et 1991, de 1998 à 2003, 2009 et depuis 2012. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on élargit le concept de crise pour raisonner non plus sur des taux de croissance du PIB, mais sur des variations, différences premières de composantes cycliques du taux de profit, on a beaucoup plus de phases de difficulté que je recommande d'appeler crises. Ce sont des crises particulières à la Chine, mais ce sont des crises. D'ailleurs, on reconnaît, par cette succession de séquences récessives des taux de profit, on reconnaît très bien les ralentissements qui ont heurté l'histoire économique du pays depuis la fondation de la République populaire. Okay? Évidemment, on a le tout début, 49-52. On n'a pas de statistiques pour ça, pour le stock de capital. Mais c'est vraiment une période difficile. D'abord, le territoire n'est pas complètement unifié. Ensuite, on a encore l'effet produit par les destructions d'un siècle de guerre. Ça, c'est très important.
C'est vraiment une période qu'on doit considérer comme une période de reconstruction, okay, pour la Chine. Puis arrive, on voit très clairement, une période de récession qui commence en 52 et dont le point bas est 57. Ensuite, on a la plus grande crise qu'a traversée la Chine, c'est-à-dire celle du tout début des années 60, 60, 61, 62, qui correspond évidemment principalement à la rupture sino-soviétique, mais aussi aux effets disons, de l'échec relatif, entre parenthèses, je dirais relatif, entre parenthèses, du grand bond en avant, et aussi à des catastrophes naturelles. Hein. Les barrages sur le fleuve Jaune, c'est cette époque aussi. Hein. Donc vraiment le point bas, ici aussi, c'est 61. Puis on a 68, c'est vraiment la radicalisation de la révolution culturelle qui a été lancée 2 ans plus tôt. Ensuite, on a les années 78-82 qui correspondent en fait aux difficultés de la période post-Mao, ou plutôt les difficultés d'application des réformes structurelles dites d'ouverture à l'époque. Puis on a ensuite 85-86, c'est grosso modo la difficulté, enfin pas grosso modo du tout, c'est précisément et presque exclusivement la réforme fiscale, les difficultés d'implantation de la réforme fiscale de 84, qui doit être analysée comme un point tournant vers l'économie de marché. Okay, et ensuite, une période bizarre, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, on a une tentative que moi j'appellerais néolibérale, qui a duré quelques mois, qui s'est soldée par un échec total, un recul du PIB, et un effondrement du taux de profit, et une explosion de la corruption, soit dit entre parenthèses. Ça n'a pas duré longtemps, ça a été vite repris en main, mais au moment où l'Union soviétique est tombée, il y a eu une expérience tout à fait atypique et curieuse en Chine, où ils ont cru que d'un coup, que ça pouvait marcher par le néolibéralisme. Ça n'a vraiment pas duré, hein, c'est reparti très clairement dans l'autre sens. Mais à partir, disons, de la fin des années 90, on entre dans une phase un peu différente où, je dirais, on a des chocs subis et visibles sur les composantes cycliques du taux de profit qui sont dus non plus tant à des crises internes qu'à des crises internationales importées, subies par la Chine. Ça commence 98-99 avec la crise dite asiatique, puis 2001-2003, crise dite de la nouvelle économie post-11 septembre et tout ça. Et surtout, après la crise financière, dite financière, qui est une crise systémique en fait, de 2008, on a des effets produits en 2 temps en Chine. D'abord en 2009, puis beaucoup plus prononcés. Et il y a une politique anti-crise rapide et efficace, puissante, mais quand même à partir de 2012, les effets de la crise systémique et du ralentissement aux États-Unis sont marqués, sont importés, disons, je dirais, et visibles dans les fluctuations du taux de profit en Chine, et ça de 2012 jusqu'à maintenant, enfin au plus proche des statistiques dont on peut disposer aujourd'hui. Okay ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a non plus 4, mais 10 moments de crise, 10 périodes de crise, ce qui veut dire qu'on ne peut pas, disons, associer nécessairement croissance à absence de difficulté, qu'inversement, ce n'est pas parce qu'on parle de crise que l'on doit s'attendre, dans le cas chinois, à une récession. C'est plus complexe, mais je reviens sur cette idée.
Le pays est gigantesque, les contradictions sont énormes, elles se renforcent aujourd'hui, la lutte des classes se renforce considérablement. Je crois qu'il faut, c'est d'ailleurs une lutte des classes qui n'est pas en général perçue de l'extérieur, ou très mal perçue de l'extérieur, ou encore une fois passée au prisme idéologique dominant totalement déformé. Je crois qu'il faut recourir à un terme de crise, disons, lato sensu au sens large, précisément pour caractériser des périodes au cours desquelles les difficultés se sont accrues, des difficultés structurelles se sont accrues, même si les taux de croissance du PIB sont très hauts. Maintenant, pour terminer, je dirais il faut bien saisir que les liens entre le taux de profit tel qu'on l'a calculé et les autres variables macroéconomiques du pays, de la Chine, sont très complexes. Et surtout, il semblerait qu'ils varient dans le temps. Bon. Dans un autre papier, qui est un papier très technique, en fait c'est presque que des maths, mais bon, il y a un peu, au bout d'un moment, il y a un peu de politique dedans. On s'aperçoit que on pourrait distinguer trois grandes périodes, si ce n'est dans l'histoire économique de la Chine récente, bien sûr, mais donc plutôt dans l'histoire des relations entre le taux de profit et les autres variables, principalement taux de croissance du PIB, taux d'investissement, taux de croissance du stock de capital, le rythme d'accumulation, si vous voulez. Première période, 1949-1978, c'est la période d'économie planifiée de type soviétique, on va dire d'économie centralisée, avec d'assez fortes fluctuations de l'économie, mais le plus souvent une dynamique du taux de profit qui est synchrone avec celle des autres variables macro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette période, les crises sont principalement explicables par des facteurs politiques et que le taux de profit, tel qu'on l'a mesuré, un taux de surplus si vous préférez, ce n'est pas vraiment un taux de profit au sens capitaliste du terme, le taux de profit n'est pas le principal déterminant du rythme d'accumulation du capital dans l'économie. Ensuite, on a une deuxième période, de 1978 à 1992. C'est une période, disons, d'économie planifiée avec des caractéristiques chinoises. C'est essentiellement, ça reste l'économie planifiée plutôt que de l'économie de marché, très clairement. Mais les fluctuations sont moins prononcées. On a encore des variations du PIB qui précèdent celles du taux de profit, et une structure de transition, notamment de structure de propriété du capital, compliquée, de plus en plus complexe. Alors, on peut appeler ça économie planifiée avec marché en supplément, comme il disait à l'époque. Deng Xiaoping avait dit un jour, le socialisme peut aussi avoir pour mode d'existence l'économie de marché. Ça se discute, ça va se discuter, j'en suis sûr, dans la partie des questions. Ensuite, il y a la troisième période, à partir de 1993. De 1993 à aujourd'hui, on peut dire que c'est une économie de marché ou un socialisme de marché, si vous me permettez, à caractéristiques chinoises. On a des transformations énormes de l'économie. On a l'approfondissement, évidemment, des changements de structure de l'économie, le recul de l'agriculture, l'industrialisation en profondeur, ça c'est la tendance lourde qui traverse les trois périodes. Mais là, on a, disons, des transformations accélérées par la politique économique, évidemment, des facteurs politiques qui
continue d'avoir une influence sur les fluctuations économiques, mais une influence subordonnée, disons. Bon, c'est la période de l'incorporation rapide d'éléments capitalistes, c'est la période de l'insertion de plus en plus poussée de la Chine dans le système mondial capitaliste, avec des marchés extérieurs qui jouent en quelque sorte le rôle, non pas de moteur de l'économie, comme le baratin qu'on nous sert la plupart du temps, où l'économie chinoise serait soi-disant tirée par les exportations, comme si c'était les États-Unis ou les consommateurs européens qui expliquaient la croissance de la Chine. Enfin bon, arrêtons le ridicule 2 minutes. On a des marchés extérieurs qui jouent de plus en plus le rôle d'amortisseur des contradictions internes, disons. C'est-à-dire que ces marchés extérieurs absorbent l'excédent de capital et l'excédent de travail en contribuant ou en aidant à réduire les contradictions internes et donc en ralentissant la baisse du taux de profit. Mais dans le même temps, les marchés extérieurs, ou par les marchés extérieurs, ou par l'imbrication de plus en plus poussée de la Chine dans le capitalisme mondial, évidemment, on a des risques de plus en plus marqués d'amplification, non pas d'amortissement, mais là, d'amplification des fluctuations des variables, des principales variables macroéconomiques du pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'importation des effets, des chocs produits par les crises extérieures, crise régionale, crise type asiatique, mais de plus en plus crise globale, même crise systémique, où là, on le voit très bien depuis 2008. Voilà. Alors bon, on peut arrêter là, ou je vous dis peut-être un mot sur... ouais, on déborde un petit peu. Je ne voulais pas que ceux qui étaient venus pour entendre parler de politique, pour avoir une réponse assez claire sur est-ce que la Chine est capitaliste ou socialiste, je ne voudrais pas qu'ils restent ou elles restent sur leur faim. Mais peut-être qu'il vaut mieux ouvrir le débat. J'ai mon opinion. D'ailleurs, entre parenthèses, il y aura sans doute une séance, enfin c'est certain maintenant, je crois, une séance du séminaire qui va être, dont le nom de l'intervenant va être modifié. Donc il est possible que je la remplace par une autre intervention que je ferai. Au début, j'avais prévu de parler sur pour les étudiants en philo, de leur faire une sorte de, comme j'en faisais, enfin en philo, je le ferai en écho, une sorte de cours, le b.a.-ba de l'économie marxiste. Bon, ensuite, quand j'ai vu les débats que suscitait l'exposition sur le Che Guevara à la mairie de Paris, enfin des trucs assez délirants, quoi. Ça aussi, tu le couperas au montage, hein, Michel. Mais j'ai vu l'ancienne élève de Jean, mais peut-être que je me suis planté, hein, je vais peut-être dire une bêtise, mais Raphaël Enthoven, qui parlait le retour des assassins, touche pas à mon Pol Pot, l'exposition du Che, ce serait une exposition d'un assassin qui aurait tué 200... Enfin, pour juste... que les gens se rendent compte que Jean n'a pas eu que des étudiants qui pensent ça. Je me porterai peut-être volontaire pour faire une séance sur le Che. Bon, mais sinon, on pourra faire une autre séance sur la Chine parce que je pense que, enfin, ce que je voulais dire, je l'ai pas dit complètement sur la caractérisation
du système chinois et tout ça. Mais disons qu'on pourra ouvrir une deuxième séance où, à la rentrée, on verra, sur la Chine. Donc on ouvre le débat pour quelques minutes dans des conditions décontractées.